Bonsoir, bienvenue donc dans Les Maîtres du Temps. Donc ce soir on va parler, alors vous avez l'habitude avec Fabien, avec Jessie, ça, de parler des tendances, des prévisions. Moi je vais faire une émission qui sera plutôt axée dans les risques naturels et les phénomènes géologiques. Donc voilà, on va un peu attendre qu'il y ait du monde et on va faire un peu le tour de l'actualité des phénomènes géologiques en priorité. Après, on fera un peu le topo, que ce soit pour ce qui s'est passé en Grèce et d'autres phénomènes. Voilà. Et oui. Oui. Alors, j'oubliais, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Voilà, on commence. Alors, si j'ai un peu de mal, c'est normal, hein, c'est que c'est la première fois que je refais un comme ça en direct depuis un bon moment, donc voilà. Euh, Est-ce que vous entendez Jesse quand il parle en ce moment même sur Facebook? Non, alors peut-être qu'il faut que je t'invite peut-être en Facebook direct aussi. Oui. Oui, bonjour à tout le monde. Je sais que tout le monde dit bonjour, donc je salue aussi, il n'y a pas de problème. Les flatteurs. Marc Kent aussi. Ah, alors ils disent non, on ne t'entend pas sur Facebook. Ouais, bah du coup, attends. Non. Attendez 2 secondes. Normalement, on peut inviter des gens en même temps. Mais non, ah, ça va être un problème ça. Bah, en même temps, on est sur Facebook, normalement. Oui, on est désolé, c'est la première fois qu'on le fait comme ça. Mais en même temps, la technologie elle évolue ces derniers temps, donc on essaye de voir, mais pas bien. Ah, alors il y en a une qui t'entend, mais qui dit qu'elle t'entend pas bien. C'est Valérie Sek. Ok. Euh, Ok, je vois. Bah écoute, je sais pas à quoi ça sert. Non, ça c'est pour les spectateurs. Ah non, je connais pas, malheureusement. Ouais, bon, par contre, ouais, tes auditeurs sur RTM t'entendent, donc...
Oui, bah, pas de problème. Mais écoutez, alors on va débuter cette émission, donc je vais un peu de vous attendre. Hein. On va revoir sur le Kilauea, parce que le Kilauea depuis mai est toujours en éruption. Et selon les dernières actualités, selon les dernières recherches qui ont été faites, l'éruption pourrait durer plusieurs années. En même temps, cela ne m'étonne absolument pas. Hein. Le Kilauea était un volcan qui était en éruption perpétuelle depuis 1983. Et c'est à partir d'avril, début mai, qu'il s'est passé ce changement éruptif dans sa manière de se produire. Résultat, c'est son lac de lave quasi permanent de son cratère qui a disparu et cette lave qui arrivait en profondeur s'est déplacée sur le rift est, donc en direction de la mer. Et actuellement, la fissure 8, elle suit tranquillement son cours et déverse d'énormes quantités de magma depuis mai. On en est quand même à une superficie de 33,8 km² complètement recouverte par les laves, soit 760 acres. Et donc c'est assez impressionnant puisque c'est son éruption lavique la plus importante depuis un siècle. Par rapport à toutes les autres qui sont produites, celle-là est vraiment exceptionnelle. Est-ce que donc cela posait problème? Oui, puisqu'on a environ entre 700 maisons désormais qui ont brûlé et la lave continue d'avancer et continue de détruire des bâtiments qui se trouvent sur son passage. Donc l'éruption n'est toujours pas terminée. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec les laves du Kilauea, c'est qu'elles se comportent comme une rivière. Hein. On a vraiment une coulée de lave qui s'étale en direction de la mer, qui continue de grandir, qui a même créé un delta de magma sur la mer, qui continue d'avancer, et en simultané, à force de déposer que ce magma qui se refroidit sur ses bords, fait varier le cours de la rivière de magma. Donc du coup, on a une rivière de magma qui se déplace au cours de l'édification du delta comme une véritable rivière, comme on connaît, voilà, chez nous. Donc c'est assez surprenant. Et en ce moment, donc, elle a tendance à se déplacer de nouveau vers l'ouest. Et si cela continue ainsi, elle pourrait rejoindre les laves qu'elle a empruntées déjà en début mai. Donc avec les fissures 22, 15. Voilà. Donc c'est vrai que je ne peux pas vous montrer l'image. Je vais. Voilà. Hop. Voilà. Là je vous montre à l'image donc la carte donc des magma. En rouge clair rose, c'est les coulées solidifiées. Et en rouge vif, là, ici, ce sont les coulées toutes récentes. Donc là, la carte, elle est à jour du 24 juillet, en sachant que c'est 10h AM pour l'heure locale hawaïenne. Hein. Voilà, la fissure qui donc ne cesse d'entrer en éruption depuis plusieurs mois désormais, c'est elle. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est tout le suivi de la coulée de lave, comme ça, qui passe. Et la coulée de lave, au tout début, passait ici. Puis elle s'est déplacée tout doucement jusqu'à s'étendre ici. Et la coulée de lave a tendance à continuer dans cette direction-là. Et il se peut qu'à force, la coulée de lave puisse repartir et peut-être aller dans cette direction-là, à force. Si la lave continue de s'accumuler comme ça sur son delta, à force, elle se peut qu'elle puisse emprunter cette zone-là et passer par ici. Mais bon, ça, on verra ça au cours des prochains mois. Ce sera à suivre. Voilà, ça c'est pour l'actualité du Kilauea. D'ailleurs, donc, je parlais du cratère. Pendant que donc, les coulées de lave s'accumulent sur son rift est, hein, puisque le sommet lui est ici. Ah, attendez, je montre la souris. Voilà, le sommet est ici. Le rift est ici. Lui, le sommet continue de s'effondrer et crée une véritable caldeira. Je veux dire, comment dire, le sommet en fait s'effondre au fur et à mesure que la lave descend dans la chambre magmatique. Hein, faut savoir, c'est qu'un volcan effusif comme le Kilauea, la lave arrive en permanence. Or, ces temps-ci, la lave s'évacuant par le rift est, celle-ci, comme un bouchon, en fait, a tendance à descendre en profondeur. Résultat, le cratère qui n'est plus soutenu par le magma en profondeur s'effondre sous son propre poids. C'est ce qui donne donc ces panaches de cendres au sommet. Et ça continue de se produire au fur et à mesure. Et c'est particulier puisque c'est la première fois donc, que le cratère se reforme intégralement depuis 2008, date à laquelle 2006 ou 2008, date à laquelle le lac de lave permanent s'est de nouveau reformé. Voilà. Donc je reviens. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions donc, au sujet du Kilauea, n'hésitez pas à les poser.
Oui, mais en fait, oui. Ben, je n'ai pas d'enceinte, moi, sur mon ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas d'enceinte. Moi, j'ai que mon casque au niveau du son sur. Donc, en fait, si j'enlève le casque, en fait, je n'ai plus du tout de son qui sort de mon ordinateur. Hmm. Ouais, ben, je suis désolé. Mais vous en faites pas, la prochaine émission, on aura réglé les problèmes matériels, il n'y a pas de problème, on entendra tout le monde comme il faut, ça sera une bonne chose. Alors oui, donc prochaine option, du coup, si on continue, Jessie, à moins qu'il y ait des questions ou pas. Ok. Alors maintenant, on va donc en direction d'Amérique centrale, on va revenir sur l'éruption du Fuego. Hein, on a fait un article, l'éruption qui avait fait énormément de morts donc dans le Guatemala, lors d'une éruption qui a surpris les gens. Cette fois-ci, donc, on est dans un mécanisme éruptif différent du Kilauea, puisqu'ici on parle d'un volcan de type vulcanien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs types d'éruptions volcaniques, qu'on a tendance grossièrement à traduire en tant qu'éruption effusive et éruption explosive. Les éruptions effusives, ce sont comme celles du Kilauea, donc les éruptions de type hawaiienne, avec des fontaines de lave et des coulées de lave très fluides, qui s'écoulent avec très grande facilité sur de grandes distances et qui peuvent produire énormément de coulées de lave. Donc on a le Kilauea en ce moment, on a aussi le Piton de la Fournaise qui est du même type. On a également les éruptions de type fissural, comme le Laki en Islande, ou parfois le Kilauea peut aussi en produire, où en fait ce sont des fissures qui s'ouvrent au niveau du sol, un peu comme ce qui s'est produit justement sur la rive est là, durant l'éruption de mai, où on a eu plusieurs fissures qui sont entrées en éruption au niveau du Kilauea, donc c'est tout le nombre de fissures que vous voyez sur la carte. Euh, Là effectivement c'est une éruption fissurale. Et enfin on a l'éruption strombolienne, qui est actuellement en cours sur l'Etna, mais on reviendra tout à l'heure, qui est aussi une éruption effusive, où cette fois la lave est beaucoup moins fluide que celle des éruptions hawaiennes, et qui a tendance donc à exploser en morceaux de lave en fait qui sont projeteurs du cratère. Et donc ça, ce sont des éruptions stromboliennes, et dont leur nom a été donné par le volcan Stromboli, qui est typique de ce type de mécanisme éruptif depuis l'Antiquité. Hein. C'est un volcan qui est en éruption permanente depuis l'Antiquité, le Stromboli. Et donc l'éruption vulcanienne, c'est le degré au-dessus de l'éruption strombolienne, avec un panache de cendres. Si vous voulez, c'est le cas typique du volcan qui produit donc d'importantes panaches de cendres, des coulées pyroclastiques, ces avalanches de cendres qui détruisent tout sur leur passage, et des coulées de lave. Et le Fuego, il est de ce type. Et c'est une coulée de pyroclastique qui a ravagé plusieurs villages sur son flanc, qui a causé la mort, à l'heure actuelle, de 114 personnes. Ce qui en fait une éruption la plus meurtrière depuis, si je me souviens, depuis le Niragongo en 2002, du côté du Cameroun. Euh, oui, Cameroun. Voilà, donc c'est une éruption extrêmement meurtrière et donc très surprenante, où 300 personnes ont été blessées. On a dû être obligé d'utiliser des analyses génétiques sur le terrain pour pouvoir identifier les corps des personnes disparues. Donc je vous laisse imaginer l'horreur donc des secours, des secouristes qui étaient sur place. Voilà. Alors n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, c'est vrai que ça fait dans le parce que c'est vrai que quand j'ai pas trop de réactions, j'ai un peu l'impression de parler dans le vide en fait, donc c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, je salue Fabien. Euh, ok, bon ben je continue. Voilà, alors ça c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le Fuego. Donc en ce moment le Fuego donc c'est de nouveau calmé et la dernière éruption datait du 3 juin 2018 et donc le volcan a retrouvé son calme. Est-ce qu'on peut voir de nouvelles éruptions cette année du Fuego? C'est possible. Voilà, c'est possible donc c'est un volcan à surveiller. Donc aujourd'hui donc on a eu la nouvelle qui est tombée ce matin, l'Etna est de nouveau entré en éruption. Le volcan, donc ça faisait plusieurs mois qu'il était en activité, que des bouches éruptives à son sommet commençaient à rugir. Et ce matin, ben, on a eu les premiers éclaboussures d'éruption strombolienne à son sommet. Donc l'Etna est de nouveau en train de se réveiller. Il se peut qu'on ait une nouvelle éruption, pas forcément très importante, mais une éruption spectaculaire de l'Etna au cours de ces prochaines semaines.
Voilà, donc c'est à suivre avec grand émerveillement, puisque ce volcan est en train de éruption, c'est toujours magnifique à voir. Alors, je reviens alors sur l'Etna, puisque il a fait aussi actualité durant cet hiver pour plusieurs articles qui sont tombés sur son compte, sur lesquels son flanc serait en train de glisser en mer Méditerranée. Donc, je voulais revenir parce que justement, comme il est en train de se réveiller, ce mécanisme de glissement des flancs se produit sur les gros volcans qui naissent en pleine mer, donc comme on a le Kilauea, le Piton de la Fournaise, plusieurs volcans des îles Canaries et des îles Madère, euh, qui donc sont des gros stratovolcans qui ont leur base en bord de mer et qui donc au fur et à mesure s'érigent en entrant en éruption, ont tendance à avoir leurs flancs en fait, qui sont tellement lourds qu'ils ont tendance à glisser vers le sol. Et c'est effectivement ce qui se passe avec l'Etna. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Etna, par le passé, a déjà connu des glissements de terrain avec son flanc, provoquant d'importants tsunamis du côté de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire donc du côté de la mer Égée, hein, donc la Grèce, la Libye, toute la zone qui entoure donc la Sicile et cette partie de la Méditerranée. Et effectivement, on a eu plusieurs putaclics, encore une fois, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en météo qu'on a du putaclic. Hein, dès qu'on parle de catastrophe naturelle, on a du putaclic. Comme quoi, le volcan en aurait des gigantesques tsunamis à prévoir par le futur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le glissement de terrain est très lent et que ce phénomène peut se produire par petits morceaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie du flanc qui va glisser, avoir un petit effondrement de terrain, un petit tsunami local, mais rien de bien méchant. Et cela peut se faire tout doucement. Il faudrait vraiment une éruption importante de l'Etna, du type plinien, puisque l'Etna en a déjà produit, pour qu'on puisse voir potentiellement un important glissement de terrain. Mais ça ne serait pas d'ici au moins un siècle. Hein, on aurait au moins un siècle, voire deux, avant de voir ce genre de phénomène. Mais c'est le genre de phénomène éruptif donc, qui est peu connu et qu'on retrouve dans plusieurs grands volcans du monde. Même le Piton de la Fournaise a produit ce type de glissement de flanc. D'ailleurs, si vous voyez la forme du Piton de la Fournaise, vous voyez qu'il est ouvert vers la mer. C'est parce qu'en fait, à une certaine époque, son flanc s'est effondré en mer, déclenchant un tsunami. Euh, c'est aussi ce type de tsunami dont on parle régulièrement sur la côte est qui pourrait menacer New York et la région, qui viendrait donc de ce volcan des îles Canaries. C'est effectivement le même mécanisme d'effondrement des flancs. On a également le même phénomène pour le Mauna Loa du côté donc d'Hawaï, donc au nord du Kilauea, juste au nord hein, du Kilauea. Le Kilauea pousse sur les flancs du Mauna Loa. Et donc lui aussi potentiellement peut aussi s'effondrer en pleine mer. Mais bon, cela, c'est des phénomènes qui sont très lents et qui sont fréquents en termes géologiques, mais qui dans notre vie sont exceptionnels. Donc vraiment, il n'y a pas tellement que ça à- à avoir peur. Voilà. Ouais, d'accord, je vois. Bah après, n'hésitez pas non plus à commenter hein, sur RTM. Donc je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions surtout. Hein, j'aime bien quand des gens réagissent. Salut Romain, moi je t'entends au son donc voilà. Donc l'équipe est au complet hein, puisque Romain nous a rejoint en cours de route. Donc vous pouvez l'entendre. N'hésitez pas vous aussi à poser des questions hein, parce que même si on vous entend pas, je peux toujours reposer les questions sur le direct Facebook. Ok. Eh bien, écoutez, ben, je vais continuer du coup. Donc, oui, alors,
nous, on n'a pas eu ce problème-là en France, mais par rapport donc au glissement de terrain qui peuvent produire des tsunamis, les médias anglo-saxons se sont jetés sur ça avec l'éruption du Kilauea, arguant de cette menace avec l'éruption en cours de ce volcan. Sauf que bah, là aussi, oui, le Kilauea peut potentiellement avoir des glissements de terrain, sauf que ce volcan a des flancs extrêmement stables, et c'est un volcan qui est très plat, puisqu'on a vu que c'est un volcan qui a un type d'éruption dit hawaiien, avec une lave très fluide, ils ont tendance à être très plats, avec des pentes extrêmement douces, à la différence donc des stratovolcans qui sont produits par les types d'éruptions dites thromboliennes, vulcaniennes, pliniennes, phréatomagmatiques. Donc je reviendrai un peu plus tard sur le phréatomagmatique. Qui elles ont tendance à former des strates, hein, c'est-à-dire des couches de lave, des couches de cendres, et ainsi de suite, qui ont tendance à former ces volcans aux pentes raides, comme l'Etna, comme le Vésuve, comme le mont Saint-Helens, comme le mont Fuji au Japon, comme le Kilimandjaro en Afrique, enfin voilà, comme le Cotopaxi en Équateur, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce type de volcan, donc avec ces structures très coniques, très belles, qui sont très appréciés des touristes, mais qui recèlent donc des volcans très dangereux, puisque ce sont souvent les volcans les plus explosifs qui ont cette forme typique de cône. Donc oui, alors en parlant des éruptions phréatomagmatiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous avez les types d'éruptions dites complètement magmatiques, donc celles que je vous ai citées tout à l'heure, avec les éruptions poléennes, et vous avez les éruptions qui sont liées aux interactions avec l'eau. Et donc on a plusieurs fois parlé d'une éruption phréatomagmatique avec le Kilauea. Et en fait, c'est que au sommet du Kilauea, vous avez une nappe phréatique à un certain seuil qui a tendance donc à entrer dans la cheminée du volcan quand la ch- le- oui, donc quand le niveau de lave descend à travers la chambre magmatique. Et celle-ci donc peut toucher, cela déclenche donc une formation intense de vapeur, donc vous imaginez les quantités, les mètres cubes d'eau qui vont être en contact direct avec de la lave. Or, avec l'écart thermique donc de lave qui sont à 3000 degrés et de l'eau qui doit être à 4-5 degrés, ben, vous imaginez bien donc l'explosion que ça produit. Et ce sont des éruptions dites phréatomagmatiques. Tous les types de volcans peuvent en produire, hein, c'est-à-dire que n'importe quel volcan dans le monde, y compris des explosifs, y compris des effluifs, peuvent produire ce genre d'éruptions qui ont tendance à produire d'importants panaches de cendres et des explosions qui ont tendance à ressembler aux éruptions vulcaniennes, voire pliniennes. Donc ce sont des éruptions qui peuvent être très redoutables et très violentes. Vous avez donc un autre type qui sont les mahars, donc comme le lac Pavin hein, en Auvergne, qui sont liés en fait aussi à ces interactions très violentes avec l'eau qui produisent un cratère très profond, très circulaire et qui peuvent produire des cendres volcaniques à très grande distance. L'éruption du lac Pavin, donc qui s'est produite il y a 10 000 ans, a engendré des cendres volcaniques jusqu'en Suisse. C'est-à-dire on a retrouvé sur les sommets des Alpes suisses, on a retrouvé des cendres volcaniques produites par le lac Pavin. Donc c'est pour dire hein, la distance que peuvent parcourir les pénétrations produites par ces éruptions-là qui sont extrêmement violentes, qui ont tendance à produire au niveau du sol un surde volcanique, c'est-à-dire en fait une éruption radiale, donc qui rayonne de manière circulaire, un peu comme une bombe thermonucléaire. Donc c'est pas une bombe thermonucléaire qui explose, hein, mais si vous voulez, la forme de l'explosion, c'est typiquement celle d'une bombe nucléaire, qui a tendance donc à dévaster euh, tout l'alentour de la zone volcanique en question. Voilà. Et on observe ça souvent sous les interactions avec l'eau. On a le Pinatubo qui a produit également ce type d'éruption en 1991. Enfin, vous avez d'autres types qui sont liés aux volcans qui émergent de l'eau. Vous avez un exemple parfait en Islande, c'est dans les années 50 avec l'édition du Surtsey, de l'île de Surtsey, qui a donné son nom d'ailleurs à cette éruption, où, si vous voulez, le lac de lave, enfin le cratère du volcan, est au même niveau que la mer, et la mer a tendance à s'engouffrer dans le cratère du volcan, donc à rentrer directement en contact avec les laves du cratère, ce qui a tendance à produire d'importantes éruptions qui ressemblent un peu à des gros cyprès. La forme d'explosion ressemble aux arbres du cyprès, si vous voyez ce que c'est. Et donc en dernier type avec les interactions eau-magma, ce sont les éruptions
sous glaciaire, comme on peut en voir en Islande, comme il y en avait à certaines époques du côté donc d'Amérique du Nord, euh, où en fait le volcan se produit sous la calotte glaciaire et selon les différents stades au niveau de laquelle il se trouve par rapport à, à la hauteur finale du cratère, c'est-à-dire qu'en gros vous avez le volcan qui émerge de sous la calotte glaciaire et tout doucement en entrant en éruption, il aura tendance à produire donc des éruptions dites sous-marines, c'est-à-dire en forme de lave de coussin, comme on observe donc dans les volcans sous-marins ou dans les rifts océaniques, et tout doucement en arrivant en augmentant de taille, la profondeur d'eau aura tendance à diminuer, donc liée à la fonte des glaces, et le volcan aura tendance à commencer à produire des éruptions explosives. Et au fur et à mesure, jusqu'à émerger au-dessus donc euh, de la glace et à redevenir un type effusif avec des coulées de lave comme le Kilauea. Voilà, donc ça ce sont des éruptions sous-glaciaires. C'est le type d'éruption qui nous a concerné en 2010 avec le volcan islandais, qui est donc un volcan effusif, qui est donc devenu un volcan explosif en émergeant donc de sa calotte glaciaire, qui a produit ce panache de cendres qui a paralysé pendant pratiquement 10 jours le trafic aérien en Europe, paralysant plus de 170 millions de passagers à travers le monde entier. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en commentaire, que ce soit en commentaire Facebook, hein, n'hésitez pas. Bon, oui, je crois que j'ai fait un peu tôt. Oui, vas-y, continue d'ici. Ok. Oui. Eh bien oui, on a fait sur les volcans, donc je pense qu'on peut continuer directement, on peut aller au séisme. Je sais donc je me souviens de quelques questions qu'on m'avait posées, enfin, qui avaient été posées dans le chat de l'émission précédente. Avec donc oui, alors les études sur les séismes et les liaisons qu'on a avec les volcans, avec l'atmosphère, avec le soleil, ainsi qu'avec les ouragans. Alors oui, c'est vrai que oui, ben, alors Valérie Sec me dit merci pour toutes ces explications, c'est très instructif. Ben, merci beaucoup, oui, il n'y a pas de quoi. Alors n'hésitez pas à poser des questions non plus, hein, c'est vrai que j'aime bien interagir. Euh, donc ben, écoutez, on va continuer dans le temps instructif puisqu'on va continuer sur les séismes. Et effectivement, les séismes, ces dernières années, on a découvert que de nombreux phénomènes peuvent interagir avec les séismes. Je sais que j'avais lu moi de mon côté dans un livre que les intempéries neigeuses au Japon pouvaient avoir une influence sur l'activité sismique dans ce pays. Et c'est vrai, alors ça c'est une chose qui est peu connue, mais c'est vrai que les calottes glaciaires en Islande, en Antarctique, même en Amérique du Nord, ont eu une influence sur l'activité volcanique de ces régions. En ce moment, les calottes glaciaires ont tendance à se rétracter, que ce soit en Antarctique, que ce soit en Islande, euh, et même en Amérique du Nord. Et on observe en fait une augmentation de l'activité volcanique et de l'activité sismique de ces régions. Pourquoi? Mais en fait, les calottes glaciaires, qui peuvent faire plusieurs kilomètres de haut dans ces régions, hein, même vous imaginez donc à l'ère glaciaire, on avait voilà, plusieurs milliers de mètres de glace dans certains points, sont tellement lourdes qu'elles appuient carrément sur l'ensemble du continent, et ce continent, puisque les plaques tectoniques ne sont pas des plaques dures, hein, ce sont des plaques qui reposent sur une masse qui est molle, hein, qui est ductile, hein, dans les cours d'SVT, c'est-à-dire donc quand vous appuyez dessus, ben, ça a tendance à s'enfoncer, et bien sous le propre poids donc de la glace, les continents et leurs plaques tectoniques ont tendance à s'enfoncer. Et en s'enfonçant, ben, ça a tendance à réduire l'activité volcanique, puisque ça referme les fissures et ça ben, bloque en fait l'arrivée du magma qui se retrouve repoussé en profondeur. Or, quand la coque glaciaire a tendance à fondre, qu'elle se rétracte, le continent a tendance à remonter. Et donc, comme il remonte, eh ben, ça a tendance à le fissurer et à faire également remonter le magma. Ça crée une sorte d'appel d'air qui fait remonter le magma à travers les fissures et ça réenclenche
une intense activité éruptive. C'est ce qui s'est passé en Islande, c'est ce qui s'est passé en Amérique du Nord, c'est ce qu'on observe dans des Aléoutiennes en Alaska, hein, qui bordent la mer des Bering. Vous avez énormément de volcans qui sont nés ces 10 000 dernières années, où ben, voilà, la glace a donc voilà, cette capacité-là donc d'influencer justement l'activité volcanique et l'activité sismique. Donc effectivement, si des calottes glaciaires sont capables d'influencer l'activité sismique, vous imaginez bien que d'autres phénomènes naturels ont également une influence. On observe également une influence humaine ces dernières années. Donc en anecdote, on va aller en Oklahoma, donc oui, la terre des tornades. D'ailleurs, je salue Gwenaël qui nous regarde. Ou en Oklahoma City, ils ont ces dernières années découvert donc des poches de pétrole, les gaz de schiste, et ils ont, vous connaissez tous, hein, c'est l'extraction du gaz de schiste qui se fait en envoyant de l'eau sous pression dans le sol, qui a tendance à fracturer les roches et à faire remonter donc le gaz de schiste et le pétrole. Et bien ce phénomène-là, hein, de fracturer les roches, ben, ça crée des fissures. Et ça également, ça inonde des fissures, donc enfin, des failles en profondeur qu'on n'a pas idée. Et ben ça a un énorme défaut qui est de réactivité, réactiver l'activité sismique de la région. Et du coup, l'Oklahoma a fait fermer ses installations euh, de, euh, d'exploitation de gaz de schiste, y compris en Grande-Bretagne d'ailleurs, ça s'est produit, parce que à cause de l'envoi d'eau sous pression dans les profondeurs, et ben, la région a subi quelques mois après, et ben, une série de séismes. Une série de séismes qui a été ressentie et qui a même causé des dégâts. Et on a directement donc imputé cette réactivation de l'activité sismique de la région à cette exploitation. Donc, nous-mêmes, en envoyant de l'eau sous pression dans le sous-sol, on peut déclencher des failles sismiques. C'est ce qui s'est passé également en Angleterre. En Angleterre, qui a voulu tester, et ben les Anglais ont subi, du coup, d'une manière totalement inhabituelle, des séismes. Et effectivement, ils ont arrêté tout net l'exploitation des gaz de schiste en disant on va pas ravager une région à cause des séismes pour du gaz de schiste, en sachant qu'ils exploitent déjà tout le pétrole et le gaz, hein, qu'on trouve en mer du Nord et au nord de l'Écosse. Voilà, donc effectivement, on a plusieurs choses qui peuvent influencer directement les séismes. On observe également que les lacs de barrages géants, qu'on produit par exemple le lac des laves. Je m'en rappelle pas. Le lac des Trois Gorges, vous savez, cet immense barrage qui a été fait en Chine, la masse d'eau est tellement importante qu'elle a tendance également à appuyer donc sur les failles sismiques en profondeur et également à réactiver les séismes du coup dans cette région. Pour ce qui est donc de l'activité sismique liée au cyclone, là par contre je suis beaucoup moins sûr. Hein, moi pour ma part, dans mon avis, je considère que non. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous les phénomènes de basse pression, hein, météorologiques, on a par millibar de baisse, hein, vous imaginez que la pression moyenne elle est de 1013 hectopascales, et des virgules, je crois 1000,75 ou 25. Corrigez-moi si je fais une erreur. Euh, à partir de là, donc quand vous faites une baisse, ben, à chaque millibar enlevé par rapport à cette pression, vous avez 1 centimètre de hausse de la masse d'eau sous le cœur de la basse pression. Donc même sous les cyclones les plus intenses, hein, si on prend l'Atlantique Nord par exemple, l'ouragan Wilma, qui avait atteint, ce me semble, les 872 hectopascales de pression minimale, c'est-à-dire qu'on a environ maximum une hausse du niveau, une hausse de la colonne océanique de 1 mètre. Donc, si 1 mètre, ça a une influence sur des failles océaniques qui peuvent plonger à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, même plusieurs centaines, comme c'est le cas dans les Antilles, cela m'étonnerait fortement. Voilà. Oui. Alors, un réchauffement climatique, donc de Finn Zarazamismi, hein, voilà le pseudo,
Un réchauffement climatique pourrait-il avoir une influence sur des volcans? Ben oui. Par exemple, j'ai parlé de la fonte des calottes glaciaires actuellement en Antarctique. Et on observe également une forte activité volcanique en Antarctique. Il y a beaucoup de volcans en Antarctique, on en parle très peu, mais il y a beaucoup de volcans. Il y a même un lac de lave permanent sur le mont Erebus en Antarctique, qui est invisible, puisque bon, il y a, avec la neige et l'humidité permanente, et ben, la chaleur fait qu'il y a en permanence donc, du brouillard et des nuages au-dessus dans le cratère du volcan, donc qui ne nous permettent pas de visualiser le lac de lave en profondeur, mais avec les imageries satellites thermiques, on peut observer effectivement ce lac de lave dans le mont Erebus. Et c'est pas le seul, on a également une hausse de l'activité volcanique en Antarctique depuis la fin de l'ère glaciaire, liée justement à la rétractation, le phénomène que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, Cela pose un gros problème parce que vous imaginez bien que des volcans en profondeur, ben, ça aggrave la fonte des glaces de cette région. Et donc, bon, même si on va pas foncer en catastrophisme, quand des volcans entrent en éruption et qui se multiplient, et ben vous avez une immense masse d'eau douce qui a tendance à aller en direction des océans. D'autant plus que l'eau douce a tendance à former une surface sur laquelle la glace a tendance à facilement glisser. Donc ça euh, facilite la vitesse de déplacement des glaciers de l'Antarctique vers l'océan et donc à faire s'écouler cette immense masse d'eau douce. Donc, effectivement, le réchauffement climatique n'est absolument pas à sous-estimer par rapport au volcanisme. D'ailleurs, les éruptions volcaniques, les récents volcans, donc on a du côté de l'État de Washington sur la côte ouest américaine, sur l'Oregon en Californie, parce que oui, il y a des volcans actifs en Californie, ainsi qu'en Colombie-Britannique du côté du Canada, et ben il y a eu une intense activité volcanique ces 10 000 dernières années, justement en lien avec la disparition de ces glaciers. Voilà. Alors après, s'il y a d'autres phénomènes qui peuvent influencer là-dessus, je ne pense pas. Euh, oui, je ne pense pas. Même avec une hausse des océans, ça aurait quand même une influence minime par rapport à ça. Alors après, quand je parle de fond des galeries glaciaires, faut quand même voir que c'est pas, ça va pas se faire d'ici 2100. Hein. Hein, on va pas le faire à la Jean Jouzel, hein, on va pas dire attention, on va monter de 20 mètres d'ici 2100. Hein. Non, non, hein, on va pas crier au loup. Ça va se faire sur plusieurs centaines d'années. Mais c'est clair que plus les années vont passer et plus la fonte des glaces va s'accélérer sur l'Antarctique, y compris sans la fonte, même y compris sans le réchauffement climatique. Après, donc, dans l'article que j'ai partagé, que Fabien a repartagé sur le site, j'ai effectivement parlé que nous avons un réchauffement climatique naturel depuis la fin de l'ère glaciaire. Et bien, je parle effectivement de celui-ci. Hein. Nous sommes toujours, notre climat est toujours en train de se modifier depuis la fin de l'ère glaciaire, il est toujours en train de se réchauffer naturellement avec la fin de cette ère glaciaire. Donc oui, le réchauffement climatique qu'on connaît est également en lien avec ce cycle climatique sur plusieurs millénaires. Je vois, hein, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, pas de problème. Ah, peu de questions, c'est dommage. Bon, ben, oui, oui, très 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 intéressante. Après, c'est vrai que, oui, oui. Bon, après, la réponse est un peu courte parce que je vois pas d'autres phénomènes qui peuvent influencer sur l'activité volcanique. Euh, Oui, totalement, totalement, et pas que sur le réchauffement climatique, et même sur le refroidissement climatique. Oui, les volcans sont les plus gros perturbateurs du climat sur Terre. C'est eux qui sont à l'origine d'ailleurs de la plupart des extinctions massives par le passé. Ça, faut le savoir. Même l'extinction des dinosaures est directement en lien avec de l'activité volcanique terrestre.
parce qu'on parle beaucoup des astéroïdes, mais non, hein, la plus grande menace terrestre sur le plan du climat et de la perturbation de notre environnement, c'est le volcanisme. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les volcans, certes, on en a sur toutes les planètes, mais les volcans, ce sont ceux qui permettent euh, de gérer l'atmosphère, de gérer la composition gazeuse de notre atmosphère, parce qu'ils dégagent en permanence du CO2, du SO2, du dioxyde de soufre, donc le CO2, donc c'est du dioxyde de carbone, et ces gaz-là ont une importante répercussion sur l'atmosphère. En particulier, le dioxyde de soufre. Le dioxyde de soufre, c'est celui qui est le gaz le plus polluant et qui pose le plus de problèmes euh, à l'heure actuelle en Europe, puisque ce sont ces gaz-là qui sont énormément relâchés par les usines, parce qu'on parle beaucoup du CO2, mais le SO2 qui est relâché par nos usines, par le gaz des échappements des voitures, des camions, engendre en fait une formation de pluie acide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les volcans sont aussi d'énormes producteurs de SO2. D'ailleurs, le Kilauea, donc l'éruption qui est en cours, dégage énormément de SO2 qui a produit un brouillard de pollution atmosphérique au-dessus du Pacifique et qui a donc empoisonné plusieurs îles, que ce soit les Mariannes, Hawaï et plusieurs donc, archipels océaniques qui sont dans le centre Pacifique. Justement parce que le SO2 est un très gros gaz pollueur et que l'activité humaine ne dégage pas autant de SO2 que ce que peuvent en dégager les volcans. Euh, pour parler, donc je vois que Finn, donc le même qui a posé la question sur le réchauffement climatique. Euh, oui, alors perturbateur en quoi de nos jours? Eh bien, je vais faire référence à une éruption volcanique européenne qui a énormément perturbé le climat européen. C'était en 1700. Oui, je remonte à loin. Hein. En 1773-1774, si je ne me trompe pas, qui est l'éruption du Laki. Le Laki que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un volcan qui produit une éruption fissurale du côté de l'Islande. Ce volcan a engendré une éruption fissurale exceptionnelle, qui est donc à l'heure actuelle le plus gros épanchement de magma, de lave sur Terre sur la période historique, et qui a engendré une énorme émission de SO2 au-dessus de l'Europe. Donc, attendez. Voilà, j'ai une petite recherche à l'ordinateur pour avoir les chiffres sous les yeux pour pas me tromper. J'ai horreur de donner des erreurs de me planter quand je donne des informations. Je veux dire, en plus, 2-3 clics, c'est pas compliqué à vérifier de nos jours grâce à Internet. Voilà. Alors voilà, donc j'ai les chiffres sous les yeux. Donc pour vous donner une idée, hein, euh, la... le volcan a, le volcan a rejeté 15 km3 de magma. Donc sur une surface de 565 km². Donc 15 km3, pour vous donner une idée, ben, vous pouvez recouvrir l'île de France, hein, la surface de l'île de France, avec 20 cm. Voilà, c'est-à-dire que voilà, cette quantité de magma suffit à recouvrir l'ensemble de l'île de France sur une hauteur de 20 cm. Donc vous imaginez la quantité de magma dégagée. C'est énorme. Euh, cela sur une surface de 565 km². L'équivalent d'un département, d'une partie de l'île de France en surface. Pour ce qui est donc de la quantité de gaz rejeté, donc ce qui m'intéresse le plus, on a 8 millions de tonnes de fluor et 120 millions de tonnes de SO2, ce qui équivaut à l'heure actuelle à la production d'un an de l'ensemble des infrastructures industrielles du continent européen. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le volcan a dégagé en quelques mois l'équivalent d'un an de pollution atmosphérique européenne. Et donc cet immense panache de gaz, le brouillard bleu, est venu noyer l'Europe entre 1773 et 1776. Je me suis trompé dans les dates, c'est en 1783 et 1784. Je vous prie de m'excuser, hein, je me suis trompé de 10 ans.
Si, c'est important les dates parce que ça s'est produit entre 1783 et 1786. Qu'est-ce qui s'est produit en 1786? Si je dis pas de bêtises. Non, 1789, c'est donc la Révolution. C'est la Révolution française en 1789. Oui, le Laki est en partie la cause de la Révolution française de 1789. Voilà. Et ben, effectivement. Alors oui, enfin, vous l'entendez pas sur Facebook, Jessie vient de dire effectivement qu'il parlait des violents orages qui avaient lieu en 1788. Et ben ces violents orages qui se sont produits, ces violentes perturbations climatiques qui ont frappé la France et une partie de l'Europe à cette période de l'année, ont été provoqués par l'éruption du Laki. C'est les conséquences de l'éruption du Laki qui ont perturbé le climat européen durant cette période-là. Hein, donc à ce que tu faisais référence, Jessie, hein, ces violents orages sont directement imputés à ce panache de gaz en fait qui a empoisonné l'Europe. Et ce brouillard bleu a quand même fait plusieurs dizaines de milliers de victimes par empoisonnement, que ce soit en Islande ou en Grande-Bretagne. Hein, les Anglais ont eu, je crois, 30 000 morts, hein, du fait de l'ensemble des conséquences climatiques engendrées par l'éruption du Laki. Donc effectivement, ça c'est donc, on dit de nos jours, bon ça date de 1780, voilà, des années du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle. Oui c'est ça, c'est le XVIIIe siècle, je ne me trompe pas. Euh, c'est vrai que j'aime bien, on sait jamais. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, un tel panache de cendres pourrait avoir effectivement des conséquences beaucoup plus catastrophiques. D'ailleurs, l'Islande nous menace toujours, hein. Vous avez bien pu voir que le panache de cendres, puisque voilà, j'ai fini qui nous parlait donc d'une conséquence de nos jours, ben, on a eu l'exemple parfait en 2010 avec le panache de cendres du volcan islandais qui a paralysé le trafic aérien européen. Je ferai remarquer hein, que le trafic aérien européen est le plus important du monde. C'est celui, il est, si vous voulez, en plein milieu de l'Amérique du Nord et de la zone asiatique, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc il concentre le trafic aérien mondial. C'est le plus important hub euh, d'avions, hein, parce que vous savez que les avions, des fois, vous avez des vols indirects et que vous avez plusieurs aéroports qui sont utilisés avant d'arriver à la destination. Eh bien, l'Europe est, est la première zone par rapport à ça. Le trafic aérien américain avait été également fortement perturbé lors de l'éruption du mont Saint-Helens dans les années 80, hein, entre 1980 et 1984, où effectivement plusieurs aéroports ont été obligés de fermer lors de l'éruption du mont Saint-Helens. Donc de nos jours, une telle éruption volcanique pourrait effectivement avoir de graves conséquences sur le climat d'une zone continentale. Et les volcans peuvent se reproduire en refroidissement climatique. On a également une éruption plus récente, également de nos jours, qui avait également engendré un refroidissement climatique planétaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'année sans été, en 1816, qui est directement liée à l'éruption cataclysmique du Tambora en Indonésie de 1815. Euh, Son panache de cendres avait recouvert le monde entier, et le SO2, donc pour revenir à lui, il a la particularité de renvoyer la lumière du soleil dans l'espace quand celui-ci est en haute atmosphère. Puisque les volcans les plus importants, les éruptions volcaniques les plus importantes, ont tendance à propulser. Alors, Livine. Alors, c'est pour qui que le son est mauvais? Est-ce que c'est pour moi quand je parle? Et oui, ça c'est lié à mon portable. Mon portable a tendance à avoir un peu une connexion internet faible. Et je ne peux pas faire mieux puisque malheureusement je suis sur Wi-Fi. Donc je dépends de ma Wi-Fi là-dessus, donc je suis désolé. Si vous voulez que je répète une chose, n'hésitez pas à me le dire. Vous voulez que je monte le son? Euh, Oui. Oui, enfin en même temps c'est le son de votre parler de mon portable. Oui, je peux me rapprocher de mon portable. Est-ce que en me rapprochant, vous entendez mieux? J'attends vos réponses. Hein, dans le chat hein, de Facebook notamment. En me rapprochant, est-ce que le son est meilleur?
Oui, normalement j'aurais dû faire directement sur mon ordinateur. D'ailleurs là, le casque que vous voyez sur la tête, ben, en plus j'ai fait exprès de l'acheter exprès pour extraire la météo, hein, pour avoir un son parfait avec le micro. Et avec les appels Facebook, ça fonctionnait très bien. Et que plusieurs fois que des amis m'ont dit que le son était nickel. Sauf que là, malheureusement, là, je suis dépendant du microphone de mon portable. Et ça, malheureusement, je peux rien faire, je peux rien faire là-dessus. Je suis désolé, sincèrement. Si jamais il y a des passages que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire. Je les répéterai s'il le faut. Oui, je t'ai mal entendu, Jessie? Ok, d'accord. Ok, bon, ben je me rapproche du coup. Voilà, je me rapproche de mon portable. Puis là, le portable est en face de moi. J'ai l'ordinateur qui est là sur le côté, c'est-à-dire là. Hein, quand je regarde comme ça, j'ai l'ordinateur en face. Et là, voilà. Bref. Alors oui, donc du coup, je vais continuer. Alors oui, ça, alors j'aime beaucoup parce que vous posez des questions très intéressantes dans le chat. Et effectivement, l'épandage de cendres et les conséquences donc des éruptions majeures dans notre monde d'aujourd'hui est quelque chose dont on parle très peu, même dans les scénarios catastrophes qu'on voit dans les super émissions là, que je regarde, hein, je dis pas le contraire, hein, mais dont on entend souvent à la télé, que ce soit sur RMC Découverte, même sur France 5, ou des fois que vous pouvez trouver sur YouTube, ou ce genre de choses. Hein, tout le monde parle beaucoup des scénarios catastrophes, que ce soit avec l'éruption du Vésuve ou du Mont Rainier, ce genre de volcan, en parlant des conséquences locales, mais personne, mais très peu, s'attarde sur les conséquences donc de panache de cendres dans notre monde d'aujourd'hui. Et l'éruption de 2010 du volcan islandais, eh ben, il a eu ce chic de tomber à point. Il a complètement paralysé le trafic aérien, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, donc du trafic aérien qui est primordial en Europe, puisque on a des composants importants pour nos industries qui viennent uniquement par avion. Même les fruits et légumes sont transportés par avion en Europe. Par exemple, donc par rapport à un composant qui a failli manquer en 2010, nous venant du Japon, ce sont les puces électroniques. Et les fameuses puces électroniques, hein, pour faire un dessin, hein, vous voyez à peu près ce que c'est, hein, on en a de partout maintenant, hein, que ce soit les microprocesseurs, que ce soit dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, dans tout ce qui est électronique d'ailleurs, hein. Et ben on a failli en manquer parce que les Japonais ne pouvaient plus nous les envoyer par avion. Or, leurs puces électroniques donc, sont produites là-bas sur place et sont donc envoyées par avion. Et ben avec la paralysie de 10 jours, l'Europe a failli être à court de puces électroniques pour ses industries. Et donc, pour quand même vous donner une idée, l'éruption du volcan islandais, donc qui était une éruption phréato-magmatique, était une éruption de VUI4. Alors, les intensités volcaniques, hein, c'est comme l'échelle de Richter, l'échelle de Fujita ou l'échelle de Fujita améliorée, ou l'échelle de Saffir-Simpson pour les ouragans, c'est l'échelle d'intensité qui mesure l'intensité des volcans. Celle-ci se base sur la quantité de produits dégagés par un volcan, hein, c'est-à-dire les cendres volcaniques, les laves, les téphras, hein, ce sont donc ces fragments de lave qui sont propulsés haut dans l'atmosphère, qui font quelques micromètres à quelques millimètres d'épaisseur, qu'on appelle ça cendres, mais qui sont plus des roches volcaniques microscopiques, euh, qui sont justement comptabilisées. Et plus la quantité de produits dégagés par le volcan est importante, et plus son VEI sera importante. Et un VEI 4, en termes d'intensité éruptive, on peut appeler ça une éruption de volcan de type vulcanien, à la limite de l'éruption plinienne. Hein, les éruptions pliniennes sont les éruptions type Vésuve, hein, comme à l'an 79 à Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, hein, celle qui a détruit Herculanum et Pompéi, ou encore l'éruption du Mont Saint-Étienne, c'est que c'est un volcan qui est très célèbre, qui est très connu lui aussi, qui était une éruption plinienne. Ou du Pinatubo en 91 aussi, qui sont donc les éruptions qui perturbent le plus le climat au niveau du monde entier. Donc voilà, donc c'est pour vous dire, donc l'instant c'était l'éruption du Mont Saint-Hélène en 1980, c'était un V8 5. Et l'éruption du Vésuve, donc d'ailleurs, hein, pour vous donner une intensité, donc justement une idée là-dessus, c'est un V8-6, hein, l'éruption du Vésuve en l'an 70, de l'éruption donc de l'Antiquité très célèbre, l'Antiquité romaine. En V8, vous avez le Yellowstone par exemple, qui peut produire ça. Vous avez également d'autres volcans. En V8-7, je crois que c'est l'intensité donc du Tambora en 1816, je suis pas sûr, je crois, ou du Krakatoa
puisque lui aussi d'ailleurs, un autre volcan indonésien, qui lui aussi en 1883, euh, a également produit une éruption volcanique massive, qui a produit des perturbations climatiques à l'échelle du monde entier. Bref, donc là, effectivement, on parle simple VI4 qui a perturbé le trafic aérien européen, hein, et qui a pendant 10 jours. En sachant que pourquoi est-ce que l'ensemble des aéroports ont été perturbés? C'était plus par sécurité. Parce que, en fait, les cendres volcaniques, quand elles traversent les réacteurs des avions, elles ont tendance à refondre à cause de la chaleur. Et donc, elles ont tendance à obstruer le conduit qui amène l'air dans le réacteur. Résultat, cela fait surchauffer le moteur de l'avion et peut le faire exploser. Et on a découvert ça par pur hasard dans les années 80, hein, du côté du Galunggung, en Indonésie, lorsque deux avions se sont retrouvés à le traverser euh, en direction, donc ils partaient de l'Australie, ils allaient en direction de la Chine, je crois, je suis pas sûr. Si des bêtises, n'hésitez pas à aller voir et à corriger. Euh, Se sont retrouvés coincés dans le panache de cendres. À cette époque-là, on ne connaissait pas l'influence des cendres volcaniques sur les volcans. Tout simplement parce que les premiers réacteurs d'avions sont apparus durant la Seconde Guerre mondiale. Hein, ce sont les Allemands, l'Allemagne nazie, sous Hitler, qui ont inventé donc ces technologies-là. Même si je crois des Anglais avaient déjà inventé un réacteur à la réaction un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et bien durant la Seconde Guerre mondiale, donc on a eu les premiers avions volant avec cette technologie, c'était des avions nazis. Et bien on a également utilisé pour les V2 et c'est exactement la technologie qu'on a utilisée ensuite pour les fusées pour aller dans l'espace. Bref, donc ce sont des technologies qui sont très récentes, et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1945, on n'a pas eu beaucoup d'éruptions volcaniques majeures. D'ailleurs, on n'en a pas eu, tout simplement. Il a fallu attendre les années 80 pour avoir les premières éruptions de nouveau importantes, comme le Galunggung, comme le Pinatubo, comme le Mont Saint-Helens, pour se retrouver à pouvoir attester de ce phénomène, justement, de la pénétration des cendres volcaniques à l'intérieur des avions. Puisque jusqu'à présent, on n'avait pas d'avion de ligne qui volait en permanence. Il faut savoir, c'est que excusez-moi de manquer des mots, euh, ce que vous connaissez donc de l'espace aérien aujourd'hui, il est tout récent. C'est comme les smartphones, c'est comme Internet. Je veux dire, les avions d'aujourd'hui, ils sont très récents. Ils vont dire au niveau, à l'échelle de l'histoire de la planète, je veux dire, ils ont quoi? Ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans au grand max. Les premières lignes vraiment importantes nous sont apparues qu'il y a 30 ans, 40 ans. Et d'ailleurs, ce n'est que ces 20 dernières années où on a également des compagnies low cost qui sont apparues. Enfin bref, l'aviation commerciale est très récente. Et les catastrophes naturelles comme les volcans, ce sont des phénomènes qui se produisent tous les siècles, tous les 500 ans, et parfois tous les millénaires. Donc vous imaginez bien que, avec une technologie tout récente, comment est-ce qu'on peut deviner s'il n'y a pas d'éruption volcanique majeure? Hein, il faut attendre qu'il y ait, par pur hasard, une éruption volcanique majeure, un avion récent se retrouve rentré dans le panache de sang, et pour qu'on teste en réel les conséquences. Et elles auraient pu être graves, puisque l'avion s'est retrouvé avec ses 4 réacteurs en rideau, qui ne fonctionnaient plus, et cet avion a failli se cracher au sol. Par chance, le pilote est redescendu en altitude, donc c'est-à-dire qu'il a quitté le panache de cendres, qui était donc dans la stratosphère, puisque les avions commerciaux volent entre 10 et 12 km de haut, puisque la couche d'atmosphère est beaucoup plus fine, et vous avez également les jet streams qui ont tendance à faciliter le vol des avions. Du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup les avions de ligne volent à cette altitude-là. Et malheureusement, lors des éruptions volcaniques les plus importantes, ce panache de centre-là atteint cette altitude-là. Vous avez également les cumulonimbus qui atteignent cette altitude-là lorsqu'ils atteignent leur maturité. C'est pour ça d'ailleurs que les gros avions de ligne sont parfois obligés de les éviter, parce qu'ils ne peuvent, même en montant d'altitude, ils se retrouvent à devoir quand même les traverser. Bref, donc pour revenir donc au panache de cendres et donc aux conséquences sur les avions, c'est là en fait qu'on a pu voir pour la première fois de l'histoire les conséquences. Et depuis, l'Europe, depuis donc l'éruption du Laki en 1783, n'avait plus connu d'éruption majeure, sauf celle du Vésuve en 1944, qui a produit des coulées de lave, mais dont le panache de cendres, si vous voulez, a perturbé, a même détruit des avions des Alliés lorsqu'ils ont envahi les zones
combattre hein, les Allemands nazis hein, qui avaient à ce moment-là colonisé l'Italie pour... Enfin, bref, on va pas refaire l'histoire, hein, mais bon, pour vous dire, voilà, en gros, c'était pendant l'invasion anglaise et anglo-américaine que ben, le Vésuve s'est réveillé et que les premiers avions donc, ont rencontré ces panaches de cendres et ils se sont retrouvés endommagés. Donc voilà, pour revenir donc à notre époque actuelle, et ben depuis cette époque-là, il y avait pas l'aviation s'est énormément développée en Europe. Et jusqu'à 2010, eh ben, il n'y avait pas d'autres panaches de cendres qui ont perturbé l'espace aérien européen. Et c'est à partir de là, en fait, lors des éruptions de l'Eyjafjall, hein, c'est très difficile à prononcer, euh, que les autorités des espaces aériens européens ont décidé, par sécurité, de fermer tous les aéroports. Parce que le panache de cendres, même s'il était très fin, les avions pouvaient voler, mais comme on ne savait pas, puisque les radars météorologiques ne voyaient pas les panaches de cendres, et les radars des avions ne voyaient toujours pas à l'heure actuelle les panaches de cendres, et bien comme on avait peur de reproduire les conséquences donc, de ce vol-là lors du Galungung en 1983, et ben on a fermé l'espace aérien. Mais maintenant, si on vient à un scénario catastrophe dont je vais parler en article bientôt, qui est pour moi le plus gros scénario de catastrophe volcanique de la Terre à l'heure actuelle, qui est la prochaine éruption du Vésuve. Voilà, lors de sa prochaine éruption volcanique, donc déjà localement, quand on a une métropole de 4 millions d'habitants qui sont sur les flancs d'un volcan capable de produire des éruptions de type VV6, donc déjà on sait que la prochaine éruption risque d'être violente. Mais alors, le panache de sang du Vésuve, on n'en parle jamais. Mais le panache de sang du Vésuve, ben, c'est un volcan qui est capable de faire produire des cendres volcaniques jusqu'à Istanbul, en Turquie. Hein, je ne sais pas si vous voyez la carte entre le Vésuve et Istanbul, mais ça fait quand même plusieurs centaines de kilomètres de distance. C'est-à-dire que le Vésuve est capable de faire, si, pour vous donner une idée, du Vésuve, on peut avoir des pluies de cendres jusqu'en Corse, voire même sur les Alpes. Hein, même, c'est-à-dire que Marseille, Nice, Rome, Milan peuvent subir les pluies de cendres lors des éruptions volcaniques les plus importantes du Vésuve. Donc imaginez maintenant, aujourd'hui, donc en 2018, une éruption massive du Vésuve. Et bien là, ça serait pour des mois. Hein. Le trafic aérien serait complètement paralysé pendant des mois au-dessus du pourtour méditerranéen, au-dessus de l'espace européen, et même au niveau de l'espace aérien de la Russie, même au niveau de Moscou. C'est-à-dire qu'on aurait un panache de cendres qui voyagerait à travers tout l'hémisphère nord, et on pourrait même vivre un refroidissement climatique de 1 voire 2 degrés pendant plusieurs années. Hein, je veux dire, là vraiment, je veux dire, ça, on y pense très peu, on en parle très peu, mais le panache de cendres du Vésuve aura des conséquences cataclysmiques sur le trafic aérien européen. Et on n'en parle pas, on n'en parle jamais. Dans tous les scénarios catastrophes que je vois à la télé en documentaire, ils n'en parlent pas. Pourtant, en 2010, on a eu cette bonne leçon donc, du volcan islandais que c'est possible. Et donc, et le volcan islandais, hein, l'Islande, c'est très loin de l'Europe. Alors imaginez le Vésuve qui est à proximité directe des plus importants aéroports mondiaux. Que ce soit les aéroports de Paris, les aéroports de Londres, de la vallée rhénane, les aéroports donc italiens, et même donc Marseille-Provence, enfin bref. Et cette perturbation aérienne aura aussi des conséquences militaires et géopolitiques, puisque vous imaginez bien que en ce moment dans le Moyen-Orient, on est en pleine guerre et on a beaucoup d'avions qui survolent. Imaginez qu'avec l'éruption du Vésuve, ben, potentiellement, ça veut dire donc qu'on n'aurait plus de vols militaires au-dessus du Moyen-Orient. C'est-à-dire plus de vols ni de l'OTAN, ni de la Russie, euh, ni de personne. Or, beaucoup de secouristes en ce moment vont également en mer pour les migrants africains qui traversent. Et bien, on pourrait avoir de très graves conséquences là-dessus aussi. Donc, je vous laisse imaginer, hein, de réfléchir à toutes les conséquences possibles et imaginables. Mais clairement, hein, oui, les volcans sont de très gros perturbateurs climatiques. Et même sans parler donc, de la perturbation des températures, même rien qu'au niveau des cendres volcaniques et des conséquences que ça peut avoir sur nos technologies actuelles, ça peut avoir oui, dans notre monde actuel, on n'a jamais été aussi sensible aux éruptions volcaniques majeures. Voilà, là on va me dire, ah, Florian fait son Georges Jouzel, il nous dit, ah, ça va être la catastrophe, la prochaine éruption du Vésuve.
Oui, mais en même temps, là on parle pas d'une canicule, là on parle d'une éruption volcanique, on parle d'un volcan de type Vésuve, un volcan qui a rasé des villes en moins d'une journée, en moins de 24 heures. Dire là, on parle quand même de phénomènes naturels qui sont d'une ampleur tout autre qu'une simple vague caniculaire ou de potentiel 50 degrés dans l'est de la France. Fabien en avait parlé. Je vous en reviendrai un peu tout à l'heure quand on quittera le sujet des volcans. Voilà. Donc oui, oui, forcément, bah, des volcans, c'est des phénomènes majeurs qui se produisent qu'une fois tous les siècles, voire une fois tous les 500, voire tous les 1000 ans. Vous imaginez bien donc l'ampleur de ces éruptions-là, bah, forcément, quelle que soit l'époque, elles ont des conséquences cataclysmiques. Or, dans un monde aussi connecté que le nôtre, aussi dépendant de l'électricité, aussi dépendant des avions, bah, quand on sait que les centres volcaniques vont détruire les lignes électriques, les transformateurs et paralyser le trafic aérien, ben, vous imaginez bien les conséquences sur notre économie, en sachant que l'Italie, c'est quand même une des plus grandes puissances économiques de notre monde, et qu'il n'y aura pas que l'Italie qui sera paralysée, il y aura la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Grèce, la Turquie, l'Afrique du Nord, l'Espagne, la Grande-Bretagne, même une partie de la Russie. Enfin, regardez le nombre de pays qui ont une économie très importante au niveau de la mondialisation, et vous imaginez ben, qu'ils soient paralysés par cette option-là. Euh, je ne veux pas être sensationnaliste, mais oui, la prochaine option du Vésuve sera catastrophique, sera cataclysmique. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, ne pas le reconnaître, là, c'est se mentir à soi-même. Oui, au niveau des conséquences du réchauffement climatique, effectivement, il n'y a pas besoin, puisque effectivement, là, ça y est une évolution plus lente. Et puis, c'est quand même, je veux dire, on parle quand même de changements climatiques qui se font sur plusieurs décennies. Là, on parle d'une éruption volcanique qui aura lieu en l'espace de quelques jours, quelques semaines, qui aura donc des répercussions qui seront quasi immédiates. Avec 4 millions de personnes qui sont potentiellement dans l'ère de l'éruption immédiate. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement 1 million de personnes qui peuvent mourir dans l'heure qui suit l'éruption. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer quand même l'ampleur de où est-ce qu'on est avec Naples. Donc oui, effectivement, avec les volcans, on est obligé d'être catastrophique parce que rien que l'éruption du volcan islandais, qui était pourtant qu'une faible éruption, a eu des conséquences catastrophiques, hein, puisqu'elle a quand même coûté 1,5 milliard d'euros aux compagnies aériennes européennes pour 10 jours de paralysie. Et il y a eu 170 millions de passagers qui ont été paralysés à travers le monde entier. Voilà. Donc vous imaginez maintenant un volcan type Vésuve qui entre en éruption. Et c'est pas le seul. On a le mont Rainier également, qui est la prochaine grosse menace également du côté de l'Amérique du Nord, avec Seattle dans les parages. Quand le panache de sang du mont Rainier recouvrira l'ensemble des États-Unis, vous imaginez que c'est l'ensemble du trafic aérien des États-Unis et du Canada qui risque d'être paralysé. Là aussi, on va avoir des conséquences économiques très lourdes, puisque les États-Unis, c'est le premier pays en termes de vol intérieur au niveau des avions civils. Donc voilà, dire, on a également le mont Fuji par rapport à Tokyo, qui peut faire pleuvoir jusqu'à 3 cm de cendres. Or, 1 cm de cendre suffit à empêcher une voiture de démarrer et à paralyser un transformateur ou une ligne électrique. Alors vous imaginez maintenant Tokyo sous 3 cm de cendres volcaniques. Donc oui, avec les volcans, on peut être catastrophique, on peut être je montre entre parenthèses sensationnaliste, parce que c'est le cas, parce que effectivement ça va être spectaculaire. Euh, J'espère vraiment qu'on va changer de vision par rapport au volcan, qu'on va en parler beaucoup plus. Moi d'ailleurs, ce que vous avez remarqué sur Extrême Météo, c'est que j'en parle assez régulièrement, parce que je considère qu'avec cette invasion donc, du climat, le fait que ce soit les médias, que ce soit euh, dans les articles qu'on a sur Internet et tout, on a tendance à beaucoup parler des phénomènes climatiques, mais on oublie complètement les volcans. On nous les oublie complètement, sauf... je salue Hubert. Euh, je continue. Complètement les volcans. Et les volcans sont une menace majeure pour notre monde d'aujourd'hui, puisque on se base sur des modèles économiques qui ont besoin de ne pas être paralysés par le moindre phénomène météo ou phénomène géologique. Donc sous-estimer les volcans et très peu en parler,
ben, quand on voit les menaces qui pèsent sur des pays voisins comme l'Italie, hein, je veux dire, Naples, c'est à côté, hein, je veux dire, le Vésuve nous menace aussi directement le sud de la France. La Corse pourrait très bien se retrouver paralysée pendant plusieurs semaines sans trafic aérien. Même le trafic maritime en Méditerranée pourrait être paralysé par l'éruption du Vésuve. Voilà, enfin, je vous laisse quand même imaginer cette destination touristique mondiale où les touristes ne pourront plus partir ni en avion, ni en bateau. Hein, des personnes coincées en Sardaigne, en Italie, coincées dans le sud de l'Italie, coincées en Sicile, euh, qui pourront plus repartir aux États-Unis parce qu'il n'y aura plus d'avion. Ils devront partir en train jusqu'en Russie, voire peut-être Moscou, voire peut-être en Turquie, voire en Iran, pour retrouver des avions pour pouvoir aller soit en Chine, soit au Japon, soit aux États-Unis. Hein, parce que moi, je veux dire, si on, quand même, on se met les idées avec un trafic aérien complètement paralysé en Europe, tous les touristes venant du Japon, par exemple, moi je vois qu'à ma ville alésienne, hein, qui est très célèbre dans le monde japonais et chinois par rapport à Vincent Van Gogh, ben, vous imaginez qu'eux viennent en avion, ils viennent du Japon. Donc imaginez maintenant qu'ils soient coincés à Paris sans avion. Et qu'avec une éruption du Vésuve, ça dure pendant des mois. Ils pourront pas se permettre d'attendre pendant des mois que le volcan se calme. Ils vont bien à un moment donné obligés de partir. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont être obligés de trouver un aéroport qui puisse fonctionner malgré l'éruption du Vésuve. Je vous laisse imaginer le sport que ça va être, hein, de quitter l'Europe à ce moment-là. Voilà. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Un Jesse, un Romain. Oui, 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 parce qu'on n'en parle pas, même, je veux dire, j'ai cherché des fois des recherches scientifiques sur les conséquences du panache de sang du Vésuve, et j'en ai pas trouvé. Il y a personne qui, pour le moment, a évoqué les perturbations de notre Union européenne avec la prochaine éruption du Vésuve. Et quand je vois... Oui, je te laisse parler, Jessie, et comme ça je le répète. Oui, c'est ça. Alors que pourtant, parler de catastrophes naturelles, ça n'est pas faire peur aux gens. Je veux dire, même dans l'article, j'en avais parlé, la prévention des risques, ben, c'est vivre, ce sont des phénomènes. Parce que c'est vrai que là, je parle de conséquences très négatives, mais les volcans sont très importants. Regardez toutes les régions qui bordent les volcans, ce sont toujours des régions très vertes, très florissantes. Je veux dire, les gens aiment beaucoup ces régions-là parce que les sols sont toujours très riches en nutriments. Les volcans apportent énormément de richesses euh, pour les plantes. Euh, c'est ça, faut quand même le savoir. Que ça soit en Indonésie, que ça soit même en Italie, même regardez l'Auvergne, regardez l'exemple de l'Auvergne, regardez comme l'Auvergne est verte. Si l'Auvergne est verte, certes, il y a une partie, il y a le climat qui explique ça, mais il y a aussi le sol. Comme ce sont des sols volcaniques, et ben ces sols sont riches en nutriments. Et donc ben, les plantes aiment beaucoup ça. Donc non, les volcans, ça n'est pas que catastrophique. Les volcans sont donc très importants pour l'évolution du monde. Oui, Gilbert, alors Gilbert qui nous dit effectivement rien que le volcan incendé, ça avait gravement perturbé le trafic aérien en 2010. Effectivement, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, j'ai justement pris lui un exemple pour comparer aux conséquences potentielles du Vésuve. Effectivement, hein, voilà. Et donc je reviens aux conséquences positives, c'est que les phénomènes naturels, que ce soit les volcans, que ce soit les tempêtes, les ouragans, les inondations et les autres, eh ben, ils ont énormément de conséquences positives. Les catastrophes naturelles, ça n'est pas que du mal. Les catastrophes naturelles font partie des cycles de la Terre. Ils sont intégrés à notre nature. La nature a besoin des phénomènes naturels pour fonctionner. Ce sont les catastrophes naturelles qui ont fait évoluer la vie sur notre planète. Il n'y aurait pas eu d'éruptions volcaniques géantes, qu'on appelle ça des trappes, comme les trappes du Décan en Inde, qui sont d'immenses coulées de lave qui s'élèvent sur plusieurs kilomètres de haut, qui sont des épacements de lave qui datent donc de cette époque du Crétacé. Je pourrais pas vous dire à quelle période quand, mais ça date à peu près là. Et ben ça avait créé un refroidissement climatique qui a, euh, qui a permis de faire évoluer les plantes et de faire apparaître les herbes et les premières fleurs. Et c'est également ça qui avait fait affaiblir les dinosaures qui ont fini par disparaître avec l'arrivée des astéroïdes. Et ben oui, les volcans font évoluer la vie. Sans les volcans,
l'homme ne serait pas là sur Terre à l'heure actuelle. Et voilà, l'homme ne serait pas là à l'heure actuelle. Les volcans sont donc importants. Sachez qu'il y a des volcans, même au niveau dans l'espace, vous avez des volcans sur Mars, vous avez des volcans sur des satellites de Jupiter, de Saturne, même sur Vénus, vous avez des volcans. Les volcans font partie de la vie intégrante de notre planète. Et pas que. Et donc, je parlais de la catastrophe naturelle. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que parler de catastrophe naturelle, ça n'est pas faire peur aux gens. Si on leur explique l'importance des phénomènes naturels au niveau de la nature, eh bien, les gens ils comprendront que ça fait partie de la vie. D'ailleurs, on dit bien catastrophe naturelle, parce que c'est naturel. C'est la nature. La nature, ben, elle a besoin de ça pour évoluer. Hier, je vous parlais des tempêtes du Sahara. Je vous parlais, enfin, pardon, j'ai dit hier, mais ouais, je me rappelle dans l'émission de Fabien et de Jessie, j'avais dit que les tempêtes de sable avaient tendance à parfois étouffer les circulations atmosphériques en Atlantique Nord et donc à étouffer la formation des ouragans. Eh bien, sachez que le sable du Sahara traverse l'Atlantique pour aller apporter des nutriments à la jungle amazonienne. La jungle amazonienne est si verdoyante et florissante, c'est grâce aux tempêtes du sable qui viennent du Sahara. Voilà, hein, les tempêtes du sable du Sahara, qui ont donc une influence sur les phénomènes cycloniques, permettent à la jungle amazonienne de fonctionner. Or, les cyclones tropicaux, qui sont également un cycle naturel, permettent de dégager le surplus de chaleur absorbé par la Terre au niveau de l'équateur, en la transportant vers les pôles. C'est-à-dire donc que ils permettent d'apporter, si vous voulez, d'échangeurs thermiques, qui sont excusez-moi de bégayer, ils sont des échangeurs thermiques efficaces au niveau de l'atmosphère. Et également, ils apportent une masse d'eau sur les régions qui subissent des étés très secs. Par exemple, l'ouragan Floyd, qui est un ouragan retiré des listes, est arrivé en Caroline du Nord alors qu'elle subissait déjà de très graves sécheresses. Et il a également mis fin à cette sécheresse en apportant avec ses pluies. Et bien là, c'est pareil. Je veux dire, les États-Unis, qui ont donc connaissance en été, et ainsi qu'au printemps, et ben, arrivent à finir leur sécheresse avec ces importants cyclones. On a exactement le même phénomène avec la mousson en Inde, en Asie du Sud-Est, et on a un autre phénomène dont on parle très peu, qui pourtant est similaire aux cyclones tropicaux et à la mousson, qui sont les épisodes méditerranéens. Les épisodes méditerranéens en automne sont ceux qui apportent la majorité de la pluviométrie sur le littoral méditerranéen. Hein, vous savez très bien que nos étés sont toujours très secs. Bon, cet été actuellement, nous sommes un été normal en pluviométrie, après un hiver et un printemps assez excédentaire. Et bon, voilà, mais l'été dernier, qui a été extrêmement sec, eh ben, on n'a pas eu d'épisode méditerranéen durant l'automne. Résultat, on a connu une sécheresse catastrophique qui s'est très nettement empirée. Les épisodes méditerranéens jouent également le même rôle que les cyclones tropicaux d'apporter de la pluie. Donc ils ont un rôle positif sur l'environnement, ils ont une importance stratégique pour notre planète. Donc aujourd'hui, parler des catastrophes naturelles toujours en mal, ben, c'est une très mauvaise chose. Parce que les catastrophes naturelles, elles nous font du bien. Les inondations, par exemple, apportent des limons sur les champs. Les inondations ont à peu près le même rôle que les volcans en apportant des nutriments à ces régions. Elles permettent également aux deltas comme la Camargue ben, de recevoir des sédiments et de pouvoir ah, j'ai perdu le mot. Contrebalancer l'érosion marine. L'érosion marine est le tassement naturel qui fait que la Camargue et tous les deltas du monde ont tendance à s'enfoncer. Et ben, les crues ont tendance à apporter des sédiments qui permettent de renouveler, et de faire grandir ces deltas. Donc les inondations aussi sont importantes. D'ailleurs, les inondations avaient un rôle stratégique pour l'Égypte durant l'Antiquité. Hein. Les Égyptiens attendaient avec grande importance les crues du Nil, puisqu'elles leur permettaient d'apporter des nutriments à leurs champs et donc de fonctionner. Et donc ils étaient réglés avec les crues du Nil. Nous, à l'heure actuelle, au bord du Rhône, c'était pareil, les gens vivaient avec les crues du Rhône. Et aujourd'hui, on a tendance à se dire, à tout contrôler, à tout endiguer, à dire non, on veut à tout prix le risque zéro. Sauf que en empêchant les fleuves d'entrer en crue, d'inonder leur territoire, ben déjà ils n'apportent plus des sédiments à ces territoires-là, mais en plus ça engendre euh, une perte agricole, parce que justement les terrains n'étant plus renouvelés par les inondations, ils sont
affaiblit. Puisque comme nous, par exemple en France, on est en culture intensive, ben, ça a tendance à tuer les sols, à leur esquicher de leur douce et de leurs nutriments. Et en bord de mer, comme en Camargue, ben, à force, ben, ça fait entrer l'eau salée dans ces territoires-là. Donc, tout ça pour dire, donc tous ces exemples-là, là, j'ai même pas parlé d'incendie de forêt, et on va en parler en revenant donc à la Grèce, hein, qui a donc fait l'actualité récemment. Même les incendies de forêt ont une importance pour nos forêts. Les forêts méditerranéennes ont besoin des incendies de forêt pour se renouveler. Il y a même des plantes, que ça soit en Australie par exemple, qui ont besoin de brûler pour que leur graine se développe. C'est-à-dire que leur graine ne poussera pas si elles n'ont pas subi un incendie. Voilà, donc c'est pour dire, même les plantes se sont adaptées à ces phénomènes-là. Il y en a également le même phénomène en Amérique du Nord, où on a de grandes forêts qu'on laisse brûler parce que il fait tellement froid dans ces forêts-là que un tronc d'arbre mettrait plusieurs siècles pour se décomposer et redonner tous ces nutriments au sol. Or là, avec les incendies, ben, ça se fait en quelques heures, en quelques minutes, quelques heures. Tous les nutriments qui sont contenus dans les troncs d'arbres sont rejetés au sol. Donc, tout ça, eh ben, c'est pour dire que les catastrophes naturelles, ça n'est pas que du mal, ça n'est pas qu'un truc catastrophique qui vous fait du mal, qui est négatif. C'est quelque chose qui fait partie de la nature et dont les animaux sont habitués. Non, Hilbert, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que j'ai Hilbert là qui réagit en disant par contre, majoritairement, les incendies sont plutôt destructeurs que bénéfiques. Ça n'est pas vrai. Ils sont destructeurs parce que nous, on a tendance à mal gérer nos forêts. Mais les forêts méditerranéennes ont toujours pris feu hein, par le passé et c'est pareil. Ce sont des incendies naturels. D'ailleurs, en Australie, une chose qui a été découverte récemment, les Australiens se sont plaints de pyromanes. Et ces pyromanes-là, vous savez c'est quoi? Ce sont des oiseaux. Il y a des oiseaux qui ont découvert qu'en prenant une branche enflammée et en la balançant dans un fourré, eh ben ça foutait le feu au fourré et ça faisait sortir tous les serpents, tous les lézards, tous les rongeurs qu'il y avait dedans à l'extérieur. Et du coup, ben, les oiseaux pouvaient tranquillement chasser toutes ces bestioles qui sortaient des feux. Et on a plusieurs espèces qui ont commencé à adopter ce comportement-là en Australie. Donc même les animaux là, même les animaux, donc la nature s'adapte à ça et même joue avec les phénomènes naturels pour se développer. Voilà. Excusez-moi, je bois un peu d'eau, hein, parce qu'il fait chaud, hein, parce que voilà. Oui, oui, alors oui, effectivement, alors c'est une anecdote que j'avais découvert il y a quelques années en arrière, qui m'a fait énormément rire, que ben que oui, les pompiers australiens se plaignaient d'avoir des incendies qui se produisaient derrière eux des fois, dans des zones alors qu'ils venaient de les éteindre. Et en fait, ouais, ce sont les oiseaux qui... Et c'est assez incroyable, je dirais, quand on apprend ça, on découvre que même la nature, ben, elle profite de ces phénomènes naturels pour fonctionner, pour se développer elle-même. Alors, Hibert nous dit, oui, mais regarde, ça met 30 ans pour repousser une forêt. Effectivement, les forêts ont parfois du mal à repousser. Sauf qu'en même temps, on est fautif. On est fautif. Là, je vois que Dominique Massé nous dit c'est à nous de nous adapter. Effectivement, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous euh, de, de fonctionner avec elles. Et effectivement, nos forêts, sauf que ce ne sont pas nos forêts, ce sont des forêts naturelles. Elles ont besoin des incendies de forêt pour fonctionner. Par contre, effectivement, en France, et donc en Italie et même en Grèce, il y a quand même des conséquences qui sont quand même intrinsèquement liées en partie au changement climatique. Ça, on va pas se mentir, il y a quand même quelque chose, et ainsi qu'à nos mauvais comportements, nous. Hein, le tourisme a une forte influence là-dessus. Et on a tendance à perturber le cycle naturel. Et on a tendance à en avoir de plus en plus souvent, euh, à répétition même, parce que justement, nos comportements font que ben, on a tendance à faciliter les incendies. Par exemple, là en Grèce, on a eu 74 morts, une centaine de blessés. Ce que les gens ne disent pas, c'est que c'est la deuxième fois en Grèce que se produit des incendies aussi meurtriers. Je rappelle qu'en 2007, des incendies similaires avaient causé la mort de 84 personnes et blessé plus de 300 personnes.
Sauf que il y a beaucoup d'incendies qui se produisent. Alors, Hilbert nous répond, là je parle des dégâts environnementaux, pas humains. C'est vrai que humainement, c'est à nous de nous adapter. Oui, sauf que ce sont les humains qui déclenchent la plupart des incendies de forêt dans nos forêts méditerranéennes à l'heure actuelle. Hein, ce sont pas la foudre, c'est souvent, on parle beaucoup de pyromanes, mais les pyromanes ne représentent qu'une infime partie du déclenchement d'incendie. La majorité du temps, ce sont des oublis. On parle, hein, les voitures, quand elles roulent, elles font chauffer leur moteur. Or, on a beaucoup de gens qui garent leur voiture sur des zones où vous avez des forêts très secs, genre avec des aiguilles, par exemple, hein, sur les terres méditerranéens, qui se garent donc en bord de forêt, en lisière, sur des plantes qui sont très secs à cause de la chaleur et qui peuvent s'enflammer très facilement. Or, ben, forcément, le moteur d'une voiture étant extrêmement chaud, et même les pots d'échappement, ben, au contact, eh ben, ça commence tout doucement à brûler, et après ça se déplace au sol, et ça finit par atteindre la forêt. On a effectivement les mégots de cigarettes également qui sont balancés, qui peuvent aussi déclencher ça. On a également les barbecues. Effectivement, on a également la pinède hein, sur les terres méditerranéens, hein, effectivement en Gironde, hein, dans les Landes. D'ailleurs, l'incendie de forêt le plus meurtrier de l'histoire française s'est produit dans les ranges Gironde, du côté de Cestas, hein, qui avait causé la mort c'était en 1949, qui avait causé la mort je crois, cinquantaine de personnes. Et on a même, d'ailleurs, on a toujours euh, comment on appelle ça? En leur mémoire, ouais, on a des mémoires à ces victimes qui étaient des secouristes qui se sont fait piéger par un changement de direction des feux. Hein, d'ailleurs, ces feux étaient tellement intenses qu'ils ont produit des cendres jusqu'à Bordeaux. Bref, effectivement, voilà, ce sont nos comportements qui ont tendance à accélérer. Mais c'est également la sécheresse et l'augmentation des chaleurs sur les littoral méditerranéen, ainsi que les constructions en plein milieu de ces forêts, hein, quand on voit sur la Côte d'Azur, quand on voit en Grèce, quand on voit du côté de l'Italie, quand on voit en Espagne, on a tendance maintenant, beaucoup de gens riches aiment bien construire leur belle villa en plein cœur de ces forêts, enfin de ces pinèdes en bord de mer, parce que c'est très joli, ça donne un très joli cachet. Sauf que ces gens-là n'entretiennent pas ces zones-là, ils préfèrent laisser tout pousser. Sauf que ben, dans la nature, il y avait des animaux qui ont tendance à se nourrir de ces plantes-là et qui avaient tendance à ratisser, que ce soit par exemple des chèvres à l'époque hein, du Moyen-Âge, qui avaient tendance à dévorer ces forêts et qui donc entretenaient nos forêts. Or aujourd'hui, ben, à force de construire ces villas, ben, on interdit à ces gens-là, aux bergers qui font leur transhumance, de faire leur boulot. Résultat, ben, on a tendance à privatiser nos forêts et, euh, et on les entretient de moins en moins. Et avec le réchauffement climatique, avec donc l'augmentation donc des sécheresses et des fortes chaleurs, ben, ça a tendance à avantager. Donc vous mettez les deux phénomènes en même temps et vous obtenez une catastrophe type Grèce actuellement du côté de l'Attique. Euh, et c'est euh, et c'est triste parce que ben, c'est des phénomènes qui sont assez faciles à prévoir. Hein. Il y a un incendie de forêt, on sait qu'en forte chaleur, euh, avec déjà à côté, hein, des gens qui font la fête, ben, avoir un incendie qui se développe, ben, c'est pas compliqué. Sauf que pour les éteindre, il faut de l'eau. Or, dans une région qui est victime de sécheresse, trouver de l'eau devient compliqué. Et que aller chercher de l'eau ben, en bord de mer, c'est pas forcément une bonne solution. Vider de l'eau salée, vider de grandes quantités d'eau salée sur des forêts qui fonctionnent en eau douce, vous imaginez bien qu'à force, ça va poser des problèmes. Hein, on va saliniser un milieu qui ne devrait pas être salinisé. Donc, même pour éteindre les incendies, on est en train de réfléchir à trouver des solutions différentes hein, que l'eau. Parce que déjà que l'eau manque et qui engendre ces sécheresses, en elle-même, elle va également manquer pour aller éteindre ces incendies. Or, on a besoin d'énormes quantités d'eau. Et l'eau douce, ben, c'est quelque chose de précieux. Donc vous imaginez un peu le cercle vicieux dans lequel on se trouve actuellement. Mais au Moyen Âge, les incendies de forêt étaient déjà présents. On avait déjà des incendies de forêt qui se produisaient et les gens ben, vivaient avec. Et les forêts ben, en ont besoin. Les plantes méditerranéennes ont quand même besoin des incendies. Il y a quand même une part de naturel. Alors, Hilbert nous dit, petite anecdote, l'incendie le plus meurtrier du monde s'est produit au Wisconsin,
donc qui est un État dans le nord-ouest américain, hein, qui aurait tué 1000 personnes. Je crois que c'est l'incendie de Yakult, peut-être. Je sais pas, à voir. Effectivement, mais bon, ça c'est une vieille histoire. Euh, je laisse Hubert en parler s'il le veut, hein, en commentaire. Mais je crois ouais, que c'est oui, effectivement une ville entièrement construite en bois, qui avait même de la sciure de bois au niveau du sol, et qui était en plein milieu d'une forêt, et que ben, quand l'incendie débarquait, ben, forcément quand vous avez du combustible partout, ben, les gens ben, ils ont beau courir, quand l'incendie se déplace à plus de 60 km/h, comme on a pu le voir au Portugal l'été dernier, en Grèce là avant-hier, ou encore en Australie en 2009, ben, les gens, même en roulant à fond avec leur voiture, ben, sont rattrapés par les flammes. Alors vous imaginez bien qu'à l'époque, au début du XXe siècle, même au XIXe siècle, ben, les gens qui étaient en calèche, ben, ils n'avaient aucune chance à ce genre d'incendie. Alors il y a Quentin qui nous dit, est-ce possible que dans le futur, la nature soit plus forte à cause du changement climatique et de nous? La nature sera toujours la plus forte, hein. Je pense pas qu'aujourd'hui la nature soit faible, hein. La nature sera toujours la plus forte. On se croit supérieur, mais non. Non, non. Voilà, alors j'ai pas vu l'heure, mais il est déjà 22h38. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Je blablate beaucoup. Du coup, est-ce qu'on continue le direct ou est-ce que ça pose problème, Jessie? Oui, oui, ok. Oui, oui, j'ai dit que ça durait 1 heure, mais bon, on est déjà ouais, à 1 heure et demie. Euh, alors Hilbert nous dit, ouais, parfois l'eau peut même aggraver les incendies trop gros car contient de la vapeur d'eau, d'où l'argile prohibitoirement utilisée. C'est vrai, bah, il y a certains types d'incendies qu'il ne faut surtout pas utiliser d'eau. Hein, même au niveau industriel, il faut parfois des traitements spéciaux. Mais bon, là, on sort des. Alors oui, alors Dominique Massé nous dit, pour répondre à Quentin, les virus tropicaux véhiculés par les moustiques sont arrivés. Et nous, en Europe, nous n'avons aucune immunité. Donc il y a des risques qu'on se prenne une branlée. Pardon, alors, je parle cru comme ça direct. Hein. C'est écrit, voilà, donc se prenne, voilà, qu'on morfle. Alors effectivement, alors ça c'est une autre question, je pense que j'en parlerai dans une autre émission, parce que parler des virus et des bactéries, c'est tout notre sujet, qui sont aussi une sous-conséquence du réchauffement climatique, enfin du changement climatique, et pas que, parce qu'il faut aussi parler donc des nouvelles espèces animales qui peuvent se déplacer avec les changements climatiques, et les espèces végétales qui peuvent poser de gros problèmes. Et effectivement, ça c'est extrêmement bien d'en parler, c'est extrêmement intéressant, et on en fera une émission là-dessus, promis, hein, la prochaine direct que je ferai, on parlera du sujet. Voilà, clairement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a énormément de choses à dire, et là on serait reparti pour 1 heure, voire 2 heures hein, sur le sujet. Mais effectivement, alors par contre, ça ne va pas affaiblir la nature, hein, ce n'est pas parce qu'il y a des espèces animales qui débarquent que cela affaiblit. Globalement, la Terre a subi des extinctions massives, je veux dire, liées à des phénomènes bien plus graves, hein, des changements climatiques catastrophiques, qui ne sont pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. On a vraiment connu des phénomènes d'une ampleur tout autre. Par exemple, à une certaine époque, la Terre avait été entièrement recouverte des glaces, c'est-à-dire du pôle Nord au pôle Sud, vous n'avez que des calottes glaciaires. Hein, la Terre s'était complètement transformée en boule de glace. Voilà, c'est prouvé. Ça s'était produit, je crois, lorsque l'atmosphère terrestre était passée d'une composition majoritairement de CO2 avec les premières plantes à une composition majoritairement d'oxygène. L'oxygène arrivant en grande quantité dans l'atmosphère a perturbé l'effet de réchauffement climatique, qui lui est naturel, il faut quand même me parler, le réchauffement climatique naturel, de toute façon j'en parle dans mon article, hein, j'en fais le premier paragraphe dessus, sur la première partie, euh, et l'oxygène, lui, n'est pas du tout un gaz à réchauffement climatique, et donc en arrivant massivement
Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de vie sur Terre, il n'y avait que des algues et les premières plantes, et ben personne ne pourra respirer l'O2. Ben, il y a eu en quelques décennies, en quelques siècles, on a eu une gigantesque masse d'oxygène qui est arrivée. Et ça a perturbé et ça a fait plonger la Terre dans un refroidissement climatique. Donc vous imaginez bien une planète entièrement couverte de glace. Hein. On se croirait sur Pluton. Voilà, arrivé sur... Ah, c'est pas grave, ça y est, je suis reconnecté. Enfin voilà, donc oui, hein, donc non, notre planète n'est pas forte, elle a toujours connu des extinctions massives, elle a toujours connu des problèmes-là, et s'en est toujours remis. Par contre, pour l'homme, là c'est une autre question, hein, beaucoup d'espèces ont disparu par le passé, nous aussi on disparaîtra. Voilà. Hein, nous ne sommes pas éternels, et toutes les espèces animales qui ont vécu sur Terre, il y aura de nouvelles espèces peut-être encore plus intelligentes que nous, peut-être encore plus évoluées, de nouveaux groupes animaliers qui apparaîtront, hein, mais nous on sera plus là pour le savoir, vont apparaître par le futur. Encore une fois, c'est un autre sujet. Je pense que Kevin Gondran serait intéressé là d'en parler s'il est là, hein, lui qui aime beaucoup les animaux préhistoriques. Mais ça, on sort du sujet des catastrophes naturelles. Mais alors, c'est là où justement j'aime beaucoup parler des catastrophes naturelles, c'est que les catastrophes naturelles, ben, ça nous permet de parler de tas de choses. Parce que comme elles sont au corps de notre monde, au cœur de l'évolution de la planète, et ben elles débordent sur l'ensemble des sujets, c'est-à-dire que ça soit économique, que ça soit dans l'art, que ça soit dans notre vie quotidienne, que ça soit dans l'évolution animale, dans l'évolution animale, dans l'environnement. Je veux dire, elles sont partout, elles ont des répercussions partout. C'est pour ça que les enfermer dans juste cet aspect négatif, c'est dommage. Parce qu'elles elles font partie de notre monde, elles font évoluer notre monde, elles perturbent nos guerres. Hein. La Seconde Guerre mondiale a été perturbée par plusieurs grandes catastrophes naturelles. Là, j'ai parlé de l'éruption du Vésuve, qui a fortement perturbé l'invasion alliée, mais il faut savoir que l'invasion de l'Allemagne nazie avait été également fortement perturbée par des hivers anormaux du côté de la Russie. Hein, ils avaient connu un printemps très humide, et résultat, ça les a embourbés. Et après, derrière, ils ont connu des hivers très rudes. Le grand débarquement de Normandie a lui également connu euh, un- des perturbations parce que on s'est retrouvé avec un été avec de fortes tempêtes hivernales. Je sais pas si tu avais déjà parlé, Jessie, toi, dans tes émissions. Voilà, ben, des tempêtes assez inhabituelles en été qui sont produites durant celui-là. Et les Allemands, qui n'avaient pas de radar à la différence des Anglais aussi performants, n'avaient pas vu une petite accalmie. Et donc pour lui, il pensait que ben, les Alliés ne débarqueraient pas en pleine tempête. Sauf que ben, les radars ont permis de voir une petite accalmie parmi les tempêtes et on a pu déclencher ce débarquement de Normandie. Donc la réussite du débarquement de Normandie est en partie due à des phénomènes climatiques. Voilà, à des phénomènes assez inhabituels. Donc voilà, comme quoi, je parle même pas du bombardement nucléaire du Japon, où un typhon est en partie en cause. Mais voilà, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, c'est pour vous montrer que même là, même au niveau militaire, les phénomènes naturels peuvent engendrer de grosses perturbations. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec les catastrophes naturelles, c'est qu'on touche tous les sujets, parce que tous les sujets sont concernés par les catastrophes naturelles. Pourquoi? Mais parce que le monde entier est concerné par la nature. La nature est au cœur de notre monde. C'est pas la nature, c'est pas nous c'est pas, enfin, arrête peu, ça veut pas sortir. C'est pas la nature qui nous envahit, c'est nous qui envahissons la nature. Nuance. Voilà, moi je pense qu'on peut s'arrêter sur cette conclusion. Hein. Je pense... Oui, oui, totalement. Bon, après, oui, c'est vrai que ça serait très intéressant. Alors, pour nos auditeurs Facebook, j'ai Jessie qui nous dit qu'il y a quelques années en arrière, il y avait une émission sur RTM, c'est ça, euh, Terre de catastrophe, qui parlait justement des catastrophes naturelles, hein, d'un particulier dans le catastrophes naturelles. Et donc, du coup, cette émission de ce soir, ben, elle est là pour relancer le sujet totalement.
Et effectivement, moi, avec plaisir, je la présenterai, hein. Dire, moi, les catastrophes naturelles, c'est quand même un sujet qui me passionne. J'étudie, moi, l'ensemble des catastrophes naturelles, que ce soit volcan, terrain, ça. Parce que moi, je m'intéresse pas tellement à la prévision, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'aspect de la prévention des risques, à l'aspect des conséquences de ces phénomènes naturels sur Terre. Il y a tellement de choses à apprendre que je trouve que c'est un sujet assez passionnant. Et j'aime beaucoup en parler simplement et de vous faire partager ma passion, comme tous ceux qui travaillent dans l'extrême météo. Donc oui, voilà, avec plaisir, ça sera pas la dernière, ça sera le début de peut-être d'une longue histoire, qui sait. Oui, de notre sujet. Oui, parce que c'est. Alors oui, parce que ça on n'en parle pas, mais les maladies, ben, c'est aussi naturel. C'est totalement naturel. Il y avait déjà des grandes épidémies à l'époque des dinosaures. Et je veux dire, les épidémies ont contribué à l'évolution génétique des animaux. Mais ça, c'est notre sujet. Donc, on pourra peut-être le prochain thème, ben, on va parler justement des maladies virales, hein, des virus, des parasites, des bactéries et des conséquences des espèces envahissantes sur tous ces domaines-là. Je vous conseille aussi de regarder une émission YouTube qui s'appelle Alteris, qui en ce moment est en train de faire un scénario d'une maladie inconnue qui débarquerait sur Terre et comment ça pourrait se produire. Je vous conseille de regarder cette émission parce que ça fait des, euh, des scénarios alternatifs de notre histoire. Voilà. Donc je vous l'invite à le regarder, hein. Voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement. Pour le dernier mot d'émission, je le laisse à Hubert qui dit: qui aura le dernier mot? Nature versus homme, on connaît la réponse. Oui. Ah, pas besoin de préciser, hein, on sait très bien c'est qui gagne à chaque fois. Mais du coup, je remercie Jessie, je remercie Romain, voilà, pour m'avoir aidé dans l'émission, hein. Malheureusement, ils n'ont pas pu beaucoup trop parler parce que malheureusement, on m'attendait pas sur Facebook. Mais la prochaine fois, promis, on sera plusieurs à parler, hein. Je veux pas faire le moulin à parole. Voilà. Je salue tous ceux qui nous ont regardés ce soir, hein, pendant pratiquement 2 heures d'émission, hein. Je vous remercie à vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas à continuer à regarder, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, à- C'est ça, elle sera également rediffusée sur Facebook, que ça soit sur la page Extra Météo, que ça soit sur ma page, sur mon groupe aussi, au cœur de la tourmente. Et voilà, donc je vous remercie tous, je vous dis bonne soirée à tous, à la prochaine fois, et bon courage pour la prochaine canicule. D'ailleurs, la prochaine émission, c'est quand? Ça sera dimanche soir, je crois. Dimanche soir, 21h, où vous retrouverez Fabien, Jessie, Romain, et il y aura d'autres invités ou pas? Ah, pour l'instant, non. Bah, suivez Extrême Météo pour l'actualité de cette émission-là, hein, où Fabien peut-être reviendra sur la canicule, je suppose. Les orages, oui, parce qu'il y a les orages qui sont prévus. Enfin bref, voilà, je vous laisse sur cette fin de soirée. À dimanche soir sur Extrême Météo, hein, pas moi, mais avec Fabien et compagnie. Et c'est la fin du retour des émissions sur les 400 naturelles. Voilà, donc, tous, et bonne soirée.